Dans un costume déchiré et les mains tremblantes, le magnate a découvert le goût amer de l'impuissance, dans une cage isolée entre les montagnes. Là, sans pouvoir ni luxe, il a trouvé la seule richesse qu'il n'avait jamais comprise, la vérité. Elle est venue sous la forme d'une fille, avec une voix douce et un héritage brisé dans ses bras. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. En continuant, l'homme le plus puissant qui ait jamais foulé le sol de Saint-Rémy de Provence gisait maintenant recroquevillé, désespéré à l'intérieur d'une cage de fer, au milieu d'un bâtiment abandonné, isolé dans les montagnes des Alpilles. Philippe Dufresne, magnat de l'immobilier parisien, était en sueur, sale, les yeux emplis de panique. Il portait les restes d'un costume Armani hors de prix, maintenant déchiré et souillé. Quelques heures auparavant, il était encore ce titan de l'industrie, arrogant et sûr de lui, habitué à être servi, obéi et craint. Désormais, entouré d'hommes au regard sévère, sans téléphone, sans garde du corps, sans influence, il n'était plus rien, juste un prisonnier. « De l'eau, s'il vous plaît », murmura-t-il, la gorge sèche, s'accrochant aux barreaux de sa prison improvisée. Personne ne lui répondit. Les silhouettes qui l'entouraient restaient immobiles, comme des statues de pierre dans la pénombre de la vieille bergerie abandonnée. Le soleil de Provence, si chaleureux pour les touristes, devenait son bourreau, transformant la cage métallique en four. L'embuscade avait été rapide et efficace. Il pensait se rendre à une réunion avec le maire pour finaliser l'achat de plusieurs hectares de terres historiques. Au lieu de cela, son chauffeur l'avait conduit directement dans un piège. Les habitants, révoltés par son arrogance et le mépris qu'il avait manifesté pour leur culture, leur communauté et leur famille, avaient organisé son enlèvement. Lui qui avait promis de moderniser Saint-Rémy, de remplacer les maisons historiques par des hôtels de luxe, de transformer les champs de lavande en parking et les oliviers centenaires en centres commerciaux, se retrouvait maintenant à la merci de ceux qu'il avait si facilement méprisés. « Vous ne pouvez pas me garder ici », tenta-t-il avec un semblant d'autorité dans la voix. « Je suis Philippe Dufresne. On me cherche déjà, mes avocats. Vos avocats pensent que vous êtes en route pour Marseille, » répondit enfin une voix grave. Un homme d'une soixantaine d'années s'avança. « Votre chauffeur a envoyé un message de votre part. Personne ne vous cherchera avant plusieurs jours. » Philippe frappa les barreaux de rage. « Vous êtes fou. Vous ne savez pas qui je suis. Nous savons exactement qui vous êtes, monsieur Dufresne, » répondit calmement l'homme. « Vous êtes l'homme qui a promis de nous sortir de notre misère provinciale. Celui qui, dans un café sur notre place, a dit au téléphone que notre village n'était qu'un tremplin pour plus de profit, que nous étions tous des paysans sans vision. » Philippe pâlit. Il se souvenait de cette conversation. Mais comment pouvait-il savoir? Quelques jours plus tôt, sur la place centrale de Saint-Rémy, Philippe parlait fort au téléphone avec son associé parisien. « Ces provinciaux sont d'une naïveté touchante, Marc. Ils croient que je vais préserver leur patrimoine. En réalité, dès que les contrats seront signés, nous raserons la moitié du village. Ces gens n'ont aucune vision. C'est un tremplin parfait pour notre expansion méditerranéenne. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une petite fille aux sandales usées et aux vêtements simples était assise non loin, sur le rebord de la fontaine romaine. Manon Lefebvre, 10 ans à peine, écoutait attentivement. Elle n'était pas n'importe quel enfant. Elle était la petite fille de Marcel Lefebvre, un homme qui avait consacré 25 ans de sa vie à Dufresne Immobilier, avant d'être optimisé lors d'une restructuration massive. Marcel n'avait jamais retrouvé d'emploi après cela, sa médaille d'honneur de l'entreprise toujours accrochée près de son lit. Manon avait immédiatement reconnu le nom de Dufresne. Son grand-père lui avait montré des photos de son ancien patron, lui racontant comment cet homme au costume impeccable l'avait personnellement félicité pour ses années de service avant de signer son licenciement le lendemain même. « Grand-père avait raison », murmura-t-elle en courant vers la maison familiale. Dans la bergerie, Philippe s'effondra sur le sol de sa cage. La chaleur était insupportable. Son costume 3 pièces, parfait pour impressionner des maires de province, devenait une torture sous le soleil provençal. Il desserra sa cravate Hermès et observa ses ravisseurs. Il n'était pas masqué, ne semblait pas craindre d'être identifié. Cela l'inquiétait encore plus. « Que voulez-vous? De l'argent? Je peux vous en donner. Beaucoup. Plus que vous n'en avez jamais vu. » L'homme qui lui avait parlé s'approcha de la cage. « Vous croyez toujours que tout s'achète, n'est-ce pas? C'est justement pour cela que vous êtes ici. Pour apprendre. »« Apprendre quoi ?» cracha Philippe. « Que certaines choses ont une valeur que votre argent ne peut mesurer. » Les heures passèrent lentement.
La nuit tomba sur les Alpilles, apportant une fraîcheur relative. Philippe, épuisé, s'était endormi en position fétale sur le sol de sa cage. Un bruit le réveilla en sursaut. La porte de la bergerie s'ouvrait. Une silhouette plus petite que les autres se faufila à l'intérieur. Dans la faible lumière de la lune qui filtrait par les fenêtres brisées, Philippe distingua une enfant. Une petite fille aux cheveux châtains, portant un panier. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix rauque. Elle s'approcha sans crainte, jusqu'à ce que son visage soit visible dans un rayon de lune. Manon le regarda droit dans les yeux, sans la moindre peur. « Je m'appelle Manon Lefebvre. » Ce nom ne signifiait rien pour Philippe. Comment l'aurait-il pu? Des milliers d'employés étaient passés dans ses nombreuses entreprises. Des milliers de vies qu'il avait touchées, souvent détruites, sans jamais s'en soucier. La petite déposa son panier près de la cage et en sortit une gourde d'eau et un morceau de pain accompagné de fromage local. « Tu es venu me libérer » demanda-t-il avec un espoir soudain. Manon secoua la tête. « Non, je suis venu vous apporter à manger et à boire. Ils ont dit que vous deviez comprendre. » « Comprendre quoi? Que vos parents sont des criminels? Mes parents ne savent pas que je suis ici, » répondit-elle calmement en lui tendant la gourde à travers les barreaux. « C'est mon idée. Je voulais voir l'homme qui a fait tant de mal à mon grand-père. » Philippe but avidement avant de s'arrêter net. « Ton grand-père? Marcel Lefebvre. Il a travaillé pour vous pendant 25 ans. Vous lui avez donné une médaille, puis vous l'avez renvoyé. Il avait 57 ans. Personne n'a voulu l'embaucher après ça. » Le magnate sentit un malaise l'envahir. Combien de Marcel Lefebvre avait-il jeté comme des mouchoirs usagés au cours de sa carrière? Des centaines, des milliers. Il ne s'en souvenait même pas. « Écoute, petite, les affaires sont les affaires. Je ne peux pas sauver tout le monde. » Manon le regarda avec une intensité troublante pour une enfant de son âge. Il ne vous demandait pas de le sauver, juste de le respecter. Elle se releva et pousseta sa robe simple et se dirigea vers la sortie. « Attends » cria Philippe. « Tu ne peux pas me laisser ici. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je peux te donner tout ce que tu veux. Ta famille n'aura plus jamais de soucis financiers. Je te le promets. » Manon s'arrêta à la porte et se retourna lentement. Grand-père disait toujours « L'argent ne peut pas acheter ce qui compte vraiment. » « Qu'est-ce qui compte vraiment alors ?» demanda Philippe désespéré. « Je reviendrai demain, » dit-elle simplement. « Peut-être que vous commencerez à comprendre. » La porte se referma, laissant Philippe seul avec ses pensées et les ombres dansantes des oliviers projetés par la lune à travers les fenêtres brisées. Pour la première fois depuis des décennies, Philippe Dufresne se sentit véritablement impuissant. Pas à cause des barreaux qui l'entouraient, mais à cause du regard d'une enfant qui avait percé son armure comme jamais aucun adversaire commercial n'avait pu le faire. Dans le silence de la nuit provençale, entouré par les cigales et le parfum de lavande qui flottait dans l'air, l'homme le plus puissant de Paris commença à se demander si sa vie, malgré tous ses succès, n'avait pas pris un mauvais tournant quelque part. Et si cette petite fille, avec sa simplicité désarmante, détenait une vérité qu'il avait passé sa vie à ignorer. Le soleil provençal se levait sur les Alpilles, baignant la vieille bergerie abandonnée d'une lumière dorée. Philippe Dufresne s'éveilla en sursaut, le dos douloureux d'avoir dormi sur le sol dur de sa cage. Pendant un instant, il crut avoir fait un cauchemar, mais les barreaux froids sous ses doigts lui rappelèrent brutalement sa situation. Lui, le roi de l'immobilier parisien, était prisonnier dans une cage à la merci d'une communauté de villageois qu'il avait voulu écraser sous ses projets pharaoniques. Il passa sa main sur son visage mal rasé. Jamais dans sa vie, il n'avait été dans un tel état. Son costume froissé, sa chemise tachée de sueur, ses cheveux gris habituellement impeccables maintenant en désordre, tout cela représentait l'effondrement du personnage qu'il s'était construit pendant des décennies. « Bonjour, monsieur Dufresne », dit une voix depuis l'entrée de la bergerie. Philippe se redressa immédiatement. C'était elle, la petite fille de la veille, Manon. Elle portait une robe simple, bleue comme le ciel provençal, et tenait à nouveau un panier. Ses cheveux châtains étaient noués en une tresse sage. « Tu es revenu », constata-t-il, surpris malgré la promesse qu'elle avait faite. « Je tiens toujours mes promesses », répondit-elle en s'approchant. « J'ai apporté du café et des croissants de la boulangerie Moreau. C'est la meilleure du village. » Elle s'assit sur une vieille caisse en bois face à la cage et sortit un thermos et un paquet enveloppé de papier. « Il n'y a personne d'autre aujourd'hui » demanda Philippe, scrutant les coins sombres de la bergerie. « Non, ils m'ont confié la mission de m'occuper de vous. »« Des adultes confient à une enfant la garde d'un prisonnier » s'étonna-t-il, incrédule.
Manon versa du café dans le bouchon du thermos et le lui tendit à travers les barreaux. Ce n'est pas vraiment une garde, c'est plutôt une éducation. Philippe prit le café et le but avidement. Il était délicieux, bien meilleur que les expressos hors de prix qu'il sirotait habituellement dans son bureau parisien, avec vue sur la tour Eiffel. « Tu crois vraiment pouvoir m'apprendre quelque chose, petite ?» demanda-t-il avec un sourire condescendant, retrouvant un peu de son arrogance habituelle. Manon lui passa un croissant à travers les barreaux. Grand-père disait toujours que les meilleures leçons viennent des personnes qu'on n'écoute jamais. Philippe mordit dans le croissant. Le beurre, la texture parfaite, un petit moment de paradis dans son enfer personnel. Ton grand-père semble avoir été un homme plein de sagesse, dit-il, espérant gagner la sympathie de l'enfant. Il l'était, confirma Manon. Avant de travailler pour vous, il était instituteur. Il a dû changer de métier quand l'école a fermé. Il aimait enseigner, mais il était fier de travailler pour une grande entreprise parisienne aussi. Philippe se figea, le croissant à mi-chemin de sa bouche. Un ancien instituteur. Ce détail lui disait vaguement quelque chose. Lefebvre, Marcel Lefebvre, murmura-t-il, fouillant dans sa mémoire. « Vous vous souvenez de lui ?» demanda Manon, surprise. Philippe ne répondit pas immédiatement. Des bribes de souvenirs lui revenaient. Un homme aux cheveux poivre et sel, toujours poli, qui apportait des livres à la cafétéria de l'entreprise et les prêtait à ses collègues. Lors des réunions d'entreprise, il était l'un des rares à poser des questions pertinentes sur l'impact social des projets. Peut-être, admit-il finalement, il travaillait aux ressources humaines, non? Au département de responsabilité sociale, corrigea Manon. Il développait des programmes pour que votre entreprise aide les communautés locales, jusqu'à ce que vous fermiez ce département. Il a dit que vous l'aviez appelé une dépense inutile. Philippe se souvenait maintenant. C'était lors d'une vague de restructuration, 5 ans auparavant. La suppression du département RSE avait permis d'économiser quelques millions, une goutte d'eau dans l'océan de profit de Dufresne Immobilier, mais une ligne positive dans le rapport aux actionnaires. « Les affaires sont les affaires », répéta-t-il mécaniquement, mais avec moins de conviction que la veille. Manon sortit un livre de son panier et l'ouvrit. « Grand-père m'a appris à lire avec ce livre. C'est Le Petit Prince, vous connaissez ?»« Bien sûr, » répondit Philippe avec irritation. « Tout le monde connaît ce livre. Alors, vous connaissez la phrase « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Grand-père disait que c'était le problème avec les gens comme vous. Vous ne voyez que les chiffres, jamais les personnes derrière. Philippe soupira profondément. « Écoute, petite, le monde ne fonctionne pas comme dans les livres pour enfants. J'ai bâti un empire en prenant des décisions difficiles. Si je m'étais arrêté à penser à chaque employé comme une personne avec une famille et des rêves, je n'aurais jamais réussi. Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda simplement Manon. La question le prit au dépourvu. Bien sûr que ça en valait la peine. J'ai créé des milliers d'emplois, construit des quartiers entiers, transformé des villes. Mais êtes-vous heureux ? Philippe resta silencieux. Heureux ? Quel enfant posait ce genre de questions ? Il était puissant, riche, respecté, craint. Le bonheur n'avait jamais fait partie de l'équation. Le bonheur est un luxe pour ceux qui n'ont pas d'ambition, répondit-il finalement. Manon le regarda avec une tristesse qui le mit étrangement mal à l'aise. Grand-père disait que le vrai luxe, c'est de pouvoir regarder les étoiles la nuit sans avoir honte de ce qu'on a fait dans la journée. Philippe détourna le regard, inexplicablement touché par cette sagesse simple. Le silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le chant des cigales et le bruissement du vent dans les oliviers centenaires qui entouraient la bergerie. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demanda-t-il soudain. « J'ai fait renvoyer ton grand-père. Tu devrais me détester. » Manon rangea soigneusement le livre dans son panier. Grand-père disait que la haine est un fardeau trop lourd à porter. Il ne vous détestait pas, il était déçu. Ce n'est pas la même chose. Elle se leva et s'approcha de la cage. Philippe recula instinctivement, comme si cet enfant représentait une menace plus grande que tous les hommes d'affaires impitoyables qu'il avait affrontés. « Je reviendrai demain, » dit-elle. « Je vous apporterai quelque chose de spécial. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, curieux malgré lui. « Une surprise. » Grand-père disait que les meilleures leçons sont celles qu'on n'attend pas. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Philippe se surprit à appeler « Manon !» Elle se retourna, attendant. « Ton grand-père, comment va-t-il maintenant ?» Une ombre passa sur le visage de la petite fille. Il est parti. Son cœur s'est arrêté 3 mois après son licenciement. Les médecins ont dit que c'était le stress. La porte se referma derrière elle, laissant Philippe seul avec cette révélation. Marcel Lefebvre n'était plus de ce monde, et lui, Philippe Dufresne,
avait contribué à son départ prématuré. Une vague de culpabilité inattendue le submergea. Il s'assit sur le sol de sa cage, le dos contre les barreaux, et fixa l'horizon visible par la fenêtre brisée. Les collines des Alpilles se dressaient, majestueuses et immuables, témoins silencieux des drames humains qui se jouaient à leurs pieds. Pour la première fois depuis des années, Philippe Dufresne se demanda combien de vies il avait brisées sur son chemin vers le sommet. Le jour suivant, Manon revint comme promis. Cette fois, elle n'était pas seule. Un homme d'une quarantaine d'années l'accompagnait, portant une chaise en bois qu'il déposa près de la cage. « Voici mon père », présenta Manon. « Laurent Lefebvre ». L'homme regarda Philippe sans hostilité apparente, mais avec une gravité qui en disait long. « Ma fille a insisté pour que je vienne vous rencontrer, monsieur Dufresne. » Philippe se redressa, tentant de retrouver une posture digne, malgré son apparence déplorable, après 2 jours de captivité. « Vous êtes donc le fils de Marcel ?» Laurent acquiesça. « Et l'un des organisateurs de votre séjour parmi nous. Vous réalisez que c'est un enlèvement ?» lança Philippe. « C'est punissable par la loi. »« Ce qui est punissable et ce qui est juste ne sont pas toujours la même chose, » répondit calmement Laurent. « Mon père a consacré 25 ans à votre entreprise, 25 ans de loyauté, d'idées, d'énergie, et vous l'avez jeté comme un mouchoir usagé, sans préavis, sans considération pour son âge ou sa situation. » Philippe voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Que pouvait-il dire? Que c'était une décision d'entreprise, que les chiffres exigeaient des coupes budgétaires. Ses arguments sonnaient creux même à ses propres oreilles. « Je suis venu vous apporter ceci, » dit Laurent en tendant une enveloppe jaunie à travers les barreaux. « Mon père l'a écrite avant son départ. Elle vous était destinée. » Philippe prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Il m'a écrit. Pourquoi ne l'ai-je jamais reçu? »« Il ne l'a jamais envoyé, » expliqua Laurent. « Il disait que vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Peut-être que maintenant vous l'êtes. » Laurent se tourna vers sa fille. « Manon, je te laisse avec monsieur Dufresne. Je reviendrai te chercher dans 1 heure. » Une fois seule, Manon sortit de son panier une thermos et des sandwichs. « C'est du thé aux herbes du jardin de grand-mère et des sandwichs au jambon de pays. » Philippe tenait toujours l'enveloppe comme paralysé. « Tu sais ce qu'elle contient ?» Manon secoua la tête. « Non, grand-père a dit que c'était entre vous et lui, mais il a dit aussi que quand le moment serait venu, je saurais quand vous la donner. » Philippe regardait l'enveloppe, son nom écrit d'une écriture soignée sur le devant. Il n'osait pas l'ouvrir. « Vous avez peur ?» demanda Manon, perspicace. « Les hommes comme moi n'ont pas peur, » répondit-il automatiquement. Grand-père disait que tout le monde a peur de quelque chose. Lui, il avait peur de décevoir les gens qu'il aimait. « De quoi avez-vous peur, monsieur Dufresne ?» Philippe regarda cet enfant qui semblait lire en lui comme dans un livre ouvert. « Peut-être ai-je peur de découvrir que j'ai eu tort toute ma vie, » admit-il dans un murmure. Manon lui sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. Grand-père disait que reconnaître ses erreurs, c'est déjà commencer à les réparer. Elle lui tendit un sandwich à travers les barreaux. « Mangez d'abord. » Les révélations passent mieux avec le ventre plein. Philippe fixa l'enveloppe jaunie entre ses mains, sentant son poids presque surnaturel. Comment une simple feuille de papier pouvait-elle sembler si lourde? Il prit une profonde inspiration et l'ouvrit délicatement, comme s'il craignait qu'elle ne se désintègre entre ses doigts. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite d'une écriture soignée mais légèrement tremblante, celle d'un homme qui savait que son temps était compté. « Vous voulez que je vous laisse seul pour la lire ?» proposa Manon, attentive à son trouble. Philippe hésita, puis secoua la tête. « Non, reste. S'il te plaît ?» Il déplia lentement la lettre et commença à lire à voix haute, sa voix habituellement assurée maintenant fragile et incertaine. « Monsieur Dufresne, si vous lisez ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde. Ne vous méprenez pas. Je n'écris pas pour vous accabler de culpabilité. La vie est trop courte pour s'encombrer de rancœur, et la mienne touche à sa fin. Je vous écris car malgré tout je garde l'espoir. L'espoir qu'un jour vous comprendrez ce que signifie vraiment bâtir quelque chose qui dure. Pendant 25 ans, j'ai cru construire avec vous un héritage dont nous pourrions être fiers. Je me trompais, mais peut-être pas complètement. Vous m'avez enseigné, sans le vouloir, que la valeur d'une vie ne se mesure pas à la taille de son compte en banque ou à la hauteur de ses immeubles. Elle se mesure au sourire qu'on a fait naître, aux mains qu'on a tendues, au cœur qu'on a touché. Je ne vous en veux pas pour mon licenciement. C'est le jeu cruel du monde que vous avez choisi d'habiter. Mais je vous plains, Philippe. Je vous plains sincèrement, car à la fin de votre vie, quand vous regarderez en arrière, que verrez-vous? Des chiffres sur un bilan? Des noms de rues portant votre nom?
ou des visages de personnes dont vous aurez changé la vie pour le meilleur. Ma petite fille Manon m'a demandé un jour pourquoi certaines personnes semblent incapables de voir la beauté simple du monde. Je lui ai répondu que parfois on devient tellement obsédé par l'idée d'atteindre les étoiles qu'on oublie de regarder les fleurs qui poussent à nos pieds. Il n'est jamais trop tard pour changer de chemin, Philippe. Jamais trop tard pour redécouvrir ce qui donne vraiment du sens à nos vies éphémères. Je vous pardonne. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que le pardon libère celui qui l'offre, non celui qui le reçoit. Avec espoir pour votre avenir, Marcel Lefebvre. Philippe laissa retomber la lettre sur ses genoux, le regard fixe. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage mal rasé, creusant des sillons dans la poussière qui s'y était déposée. C'était la première fois qu'il pleurait depuis... Il ne se souvenait même plus. « Il m'a pardonné », murmura-t-il, incrédule. « Après tout ce que j'ai fait, il m'a pardonné. » Manon l'observait calmement, avec une sagesse qui dépassait largement son âge. Grand-père disait que le pardon est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, même à soi-même. Philippe relut certains passages, s'arrêtant sur les mots qui le touchaient comme des flèches en plein cœur. À la fin de votre vie, quand vous regarderez en arrière, que verrez-vous? Cette question résonnait dans son esprit comme un glas. Que verrait-il en effet? Des tours de verre et d'acier, des contrats signés, des concurrents écrasés? Soudain, tout cela lui semblait terriblement vide, dénué de substance. Il avait raison, admit-il dans un souffle. J'ai passé ma vie à construire des châteaux de sable que la marée emportera sans laisser de traces. Ce n'est pas trop tard, dit doucement Manon, reprenant les mots de son grand-père. Grand-père disait toujours qu'on peut changer de direction tant qu'on respire encore. Philippe leva les yeux vers elle, frappé par une révélation soudaine. C'est pour ça que je suis ici, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas vous venger, vous voulez me sauver. Manon sourit. Grand-père aurait dit qu'on ne peut sauver que ceux qui veulent l'être. Nous vous offrons juste l'occasion de voir les choses différemment. Elle sortit de son panier un petit album photo et s'approcha de la cage. Regardez, c'est notre village avant que vous n'arriviez avec vos projets. Philippe prit l'album et le feuilleta lentement. Les photos montraient Saint-Rémy de Provence dans toute sa splendeur authentique. Les ruelles pavées bordées de platanes centenaires, les marchés colorés où les producteurs locaux vendaient leurs produits, les festivals traditionnels où la communauté se rassemblait, les enfants jouant sur la place du village. « C'est ça que vous vouliez détruire », expliqua Manon sans accusation dans la voix, juste une constatation. Pas juste des bâtiments ou des oliviers, mais tout ça. Elle tourna quelques pages et montra d'autres photos. « Et voici ce que mon grand-père a aidé à créer pendant qu'il travaillait pour vous. » Les images suivantes montrèrent des projets sociaux. Une bibliothèque communautaire dans un quartier défavorisé de Paris, un jardin partagé au pied d'une tour d'habitation, un centre d'apprentissage pour les jeunes sans qualification. « C'était le département de responsabilité sociale », murmura Philippe, se souvenant soudain. Les projets de Marcel. Oui, il disait que c'était la seule partie de son travail qui lui permettait de dormir en paix la nuit. Philippe referma l'album, submergé par des émotions contradictoires. Pendant toute sa carrière, il avait considéré ces initiatives comme des concessions nécessaires à l'image publique de l'entreprise, des dépenses marketing déguisées en philanthropie. Jamais il n'avait vraiment compris leur valeur réelle. « Je croyais construire un empire », dit-il avec amertume. « Mais je n'ai fait que détruire ce qui avait vraiment de la valeur. » Manon posa sa petite main sur celle de Philippe, à travers les barreaux. Ce simple contact humain, sans jugement ni attente, le bouleversa plus que tous les discours du monde. « Vous pouvez encore construire quelque chose de bien, » dit-elle simplement. Laurent revint comme promis 1 heure plus tard. Il trouva sa fille et Philippe en train de discuter calmement. L'album photo ouvert entre eux. Le magnate immobilier pointait une des photos, expliquant comment il aurait pu intégrer le projet social dans une vision plus large, plus respectueuse de la communauté. « Il est temps de rentrer, Manon », annonça Laurent, surpris par la scène. Philippe rendit l'album à la petite fille, mais garda la lettre de Marcel. « Merci », dit-il simplement. Laurent observa le changement visible chez leur prisonnier. L'arrogance avait cédé la place à quelque chose de plus humble, de plus humain. « Demain, » dit Manon en partant, « je vous montrerai l'école où grand-père donnait des cours après son travail. »« C'est là que j'apprends maintenant. »« Tu vas me faire sortir ?» demanda Philippe, surpris. Laurent et Manon échangèrent un regard. « Pas encore, » répondit Laurent. « Mais nous pouvons vous montrer des choses sur cette tablette. » Il sortit de sa poche une tablette qu'il tendit à Philippe à travers les barreaux. Pas de réseau, pas de possibilité d'appeler à l'aide. Juste des photos et des vidéos que Manon a préparées pour vous.
Cette nuit-là, Philippe ne dormit presque pas. Allongé sur le sol dur de sa cage, il regardait les étoiles à travers la fenêtre brisée de la bergerie, pensant aux mots de Marcel. On devient tellement obsédé par l'idée d'atteindre les étoiles qu'on oublie de regarder les fleurs qui poussent à nos pieds. La métaphore prenait tout son sens maintenant, alors qu'il contemplait réellement le ciel étoilé, plus magnifique qu'il ne l'avait jamais remarqué. Il se remémora sa vie, ses choix, ses priorités. Avait-il déjà pris le temps de s'asseoir et d'admirer un coucher de soleil? De sentir le parfum d'une fleur? D'écouter le rire d'un enfant sans penser à ce qu'il pourrait en tirer? La tablette s'alluma dans l'obscurité. Philippe commença à parcourir les dossiers que Manon avait préparés. Le premier s'intitulait « L'école de grand-père ». Les images montraient une petite école de village, modeste mais chaleureuse, où Marcel Lefebvre animait des ateliers après sa journée de travail chez Dufresne Immobilier. On le voyait enseigner la lecture à des enfants de tous âges, organiser des sorties dans la nature, monter des pièces de théâtre avec les villageois. Une vidéo attira particulièrement son attention. Marcel, visiblement fatigué mais les yeux brillants, s'adressait à une classe d'enfants. N'oubliez jamais que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Chaque fois que vous partagez votre savoir, votre temps ou votre sourire, vous devenez un peu plus riche, d'une richesse que personne ne pourra jamais vous prendre. Philippe sentit sa gorge se nouer. Cet homme qu'il avait licencié sans remords, cet homme dont il ne se rappelait même plus le visage avant ces derniers jours, avait vécu selon des principes que lui-même n'avait jamais pris la peine de considérer. Le dossier suivant s'intitulait « Notre village ». Les photos et vidéos montraient la vie quotidienne à Saint-Rémy, les agriculteurs travaillant dans les champs de lavande, les artisans dans leurs ateliers, les fêtes de village où plusieurs générations se retrouvaient pour célébrer les récoltes ou les traditions locales. Philippe comprit alors ce qu'il avait failli détruire. Ce n'était pas juste des bâtiments ou des terrains, mais un écosystème humain complexe, une communauté tissée par des siècles d'histoire partagée, de solidarité et d'attachement à la terre. Le dernier dossier portait un titre qui le fit frémir, « Votre héritage ». Il hésita longuement avant de l'ouvrir. Ce qu'il y découvrit le laissa sans voix. C'étaient des articles de presse, des témoignages d'anciens employés, des rapports sur l'impact environnemental et social de ces projets immobiliers, des familles expulsées de leur logement pour faire place à des résidences de luxe, des petits commerces contraints de fermer face à ces centres commerciaux, des écosystèmes détruits pour construire des complexes touristiques. Philippe éteignit la tablette, incapable d'en voir plus. Pour la première fois de sa vie, il voyait clairement les conséquences de ses actions, pas en termes de profit et pertes, mais en termes de vies humaines affectées, de communautés brisées, d'environnements dévastés. Dans le silence de la nuit provençale, entouré par le chant des grillons et le parfum des herbes sauvages, Philippe Dufresne fit face à la vérité qu'il avait passé sa vie à ignorer. Son succès s'était construit sur la souffrance des autres. « Marcel », murmura-t-il dans l'obscurité, comme si le vieil homme pouvait l'entendre, « je commence à comprendre, et je te promets que ce n'est pas trop tard. Je changerai. » Au petit matin, quand Manon arriva avec son panier habituel, elle trouva Philippe assis calmement, l'air changé. Son visage portait les traces d'une nuit sans sommeil, mais ses yeux avaient une clarté nouvelle, comme si un voile s'était levé. « Bonjour, monsieur Dufresne, dit-elle en s'approchant. Avez-vous regardé les dossiers ? » « Oui, répondit-il simplement. « Manon, je dois te demander quelque chose. »« Quoi donc ? Est-ce que tu crois qu'on peut vraiment changer quand on a passé toute sa vie à faire les mauvais choix ?» La petite fille sourit, un sourire qui illumina la bergerie tout entière. Grand-père disait que le plus grand voyage commence toujours par un premier pas. Il n'est jamais trop tard pour marcher dans la bonne direction. 4 jours s'étaient écoulés depuis la capture de Philippe Dufresne. 4 jours qui avaient semblé une éternité, et pourtant qui avaient passé comme un instant. 4 jours qui avaient commencé à transformer un homme que beaucoup considéraient comme intouchable, immuable dans son arrogance et sa cupidité. Ce matin-là, quand Laurent Lefebvre entra dans la bergerie, il fut surpris de trouver Philippe en train d'écrire frénétiquement sur les pages d'un carnet que Manon lui avait apporté la veille. « Bonjour, monsieur Dufresne, » dit Laurent, observant le changement visible chez leur prisonnier. La barbe de plusieurs jours et les vêtements froissés ne pouvaient masquer cette nouvelle lueur dans ses yeux, cette énergie différente qui émanait de lui. Philippe leva la tête, surpris. Il s'attendait à voir Manon. « Monsieur Lefebvre, » salua-t-il, avec un respect nouveau dans la voix. « Votre fille n'est pas avec vous aujourd'hui ? Manon est à l'école. »« Elle y va quand même certains jours, »
répondit Laurent avec un léger sourire. Elle n'est qu'une enfant malgré toute sa sagesse. Philippe hocha la tête, pensif. Bien sûr, j'oubliais presque, elle a cette façon de parler qui fait oublier son âge. Elle tient ça de son grand-père, confirma Laurent en s'approchant de la cage. Sur quoi travaillez-vous si intensément? Philippe hésita un instant, puis tendit son carnet à travers les barreaux. Des idées, des projets, une nouvelle vision pour Dufresne Immobilier, si vous me laissez un jour sortir d'ici. Laurent feuilleta le carnet avec curiosité. Les pages étaient couvertes de notes, de croquis, d'organigrammes, des plans pour transformer l'entreprise, pour intégrer des préoccupations sociales et environnementales à chaque niveau de décision, pour recréer un département de responsabilité sociale plus ambitieux que jamais. Vous semblez changer, constata Laurent, surpris par la sincérité qui émanait de ces pages. Je le suis, admit Philippe. Ou plutôt, je commence à l'être. Votre père m'a ouvert les yeux avec sa lettre. Et Manon, cet enfant a une façon de voir le monde qui me fait remettre en question tout ce que j'ai construit. Laurent l'observa attentivement, cherchant à détecter la moindre trace de manipulation. Après tout, Philippe Dufresne était connu pour son habileté à convaincre, à séduire, à obtenir ce qu'il voulait. Mais quelque chose dans son regard, dans sa posture même, semblait authentiquement transformé. « Vous comprenez que nous ne pouvons pas simplement vous croire sur parole, » dit Laurent prudemment. « Des hommes comme vous sont doués pour dire ce que les autres veulent entendre. » Philippe acquiesça. « Je comprends. À votre place, je ne me ferai pas confiance non plus. Mais je vous demande une chance de prouver que ce changement est réel. » Laurent lui rendit son carnet. « C'est précisément ce que nous avons l'intention de faire. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus dans votre rééducation. » Il sortit une clé de sa poche et, à la grande surprise de Philippe, ouvrit la porte de la cage. « Vous me libérez » demanda Philippe, incrédule. « Pas exactement, tempéra Laurent. Disons que nous élargissons votre horizon. Vous allez venir avec moi, mais sachez que plusieurs villageois veillent à ce que vous ne puissiez pas vous échapper. Le village entier est mobilisé. » Philippe sortit lentement de la cage, ses jambes raides après 4 jours d'immobilité forcée. L'air frais qui entrait par la porte ouverte de la bergerie lui sembla soudain la chose la plus précieuse au monde. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-il, en suivant Laurent à l'extérieur. « Vous voir tel que nous vous voyons » répondit énigmatiquement Laurent. Dehors, le soleil provençal l'éblouit momentanément. Quand sa vision s'ajusta, Philippe découvrit un paysage à couper le souffle. La bergerie était perchée sur une colline des Alpilles, offrant une vue panoramique sur Saint-Rémy-de-Provence et les champs de lavande environnants. Les oliviers centenaires dansaient doucement dans la brise, leurs feuilles argentées scintillant sous le soleil. « C'est magnifique » murmura Philippe, comme s'il voyait vraiment ce paysage pour la première fois. « C'est ce que vous vouliez transformer en complexe touristique de luxe » rappela Laurent sans agressivité. « Ces oliviers que vous admirez ont plus de 300 ans. Certains ont vu passer la Révolution française. » Philippe resta silencieux, contemplant l'ampleur de ce qu'il avait prévu de détruire sans la moindre hésitation. Comment avait-il pu être si aveugle? Laurent le conduisit vers une Citroën 2CV Vantage, typiquement provençale avec sa couleur bleu lavande. « Montez, nous avons plusieurs arrêts à faire aujourd'hui. » Ils descendirent la colline par un chemin sinueux, traversant des champs de lavande dont le parfum enivrant emplissait l'habitacle. Philippe observait tout avec des yeux nouveaux, remarquant des détails qu'il n'aurait jamais pris le temps de voir auparavant. Les abeilles butinant les fleurs, les murets de pierres sèches construits par des générations de paysans, les cyprès élancés, marquant l'entrée des mâts provençaux. « Premier arrêt », annonça Laurent en s'engageant dans un chemin de terre menant à une vieille bâtisse en pierre. La coopérative oléicole. L'endroit était modeste mais bien entretenu. Une dizaine de personnes travaillaient à différents postes. Certains traitaient les olives fraîchement récoltées, d'autres emboutteillaient l'huile, d'autres encore préparaient des colis pour l'expédition. « Bonjour Laurent », lança une femme d'une 50aine d'années en s'approchant. Elle s'arrêta net en reconnaissant Philippe. « C'est lui ?»« Oui, Jeanne. Monsieur Dufresne fait une petite visite guidée aujourd'hui. » La femme toisa Philippe avec méfiance. « C'est donc vous qui vouliez raser notre coopérative pour construire votre spa de luxe ?» Philippe se sentit soudain très petit sous ce regard accusateur. « Oui, c'était dans mes plans. Savez-vous ce que représente cette coopérative, monsieur Dufresne ?» demanda Jeanne, croisant les bras. 25 familles qui vivent de cette production. Un savoir-faire transmis depuis 7 générations. Une huile d'olive qui a remporté des prix internationaux. Et surtout, un lieu qui maintient notre communauté unie.
Philippe regarda autour de lui, voyant maintenant au-delà du bâtiment vieillissant et des équipements qui auraient besoin d'être modernisés. Il voyait les visages, les mains calleuses, la fierté dans les gestes précis des travailleurs. « Je ne savais pas », admit-il humblement. « Je ne voyais que le terrain et son potentiel commercial. »« Typique, » soupira Jeanne. « Venez puisque vous êtes là, autant vous montrer ce que vous vouliez détruire. » Pendant 1 heure, Jeanne lui fit visiter la coopérative, expliquant chaque étape de la production, présentant chaque travailleur avec respect et affection. Philippe apprit que l'un des employés était un ancien sans-abri que la coopérative avait accueilli et formé, qu'une jeune femme finançait ses études d'agronomie grâce à son travail ici, que le comptable était un ancien banquier qui avait tout quitté après un burn-out pour retrouver du sens dans son travail. « Goûtez », dit finalement Jeanne en lui tendant une cuillère d'huile d'olive fraîchement pressée. Philippe hésita puis porta la cuillère à ses lèvres. L'explosion de saveur le prit par surprise. Herbacé, légèrement poivré, avec une douceur sous-jacente. C'était incomparable avec les huiles industrielles qu'il achetait habituellement à prix d'or dans les épiceries fines parisiennes. « C'est extraordinaire », admit-il sincèrement. « C'est le fruit d'un terroir, d'un savoir-faire et surtout d'une communauté », expliqua Jeanne. « Des choses qu'on ne peut pas simplement déplacer ou remplacer. » De retour dans la voiture, Philippe resta silencieux, digérant cette première leçon. Laurent le conduisit ensuite vers le village, s'arrêtant devant une petite école en pierre aux volets bleus. « L'école où mon père enseignait après son travail », présenta-t-il, « et où Manon étudie maintenant. » Ils entrèrent discrètement dans une salle de classe où une vingtaine d'enfants écoutaient attentivement une femme aux cheveux gris qui parlait avec passion. Manon était là, assise au premier rang, prenant des notes avec application. « Madame Dubois », murmura Laurent à l'oreille de Philippe. « Elle a repris les cours du soir de mon père après son départ. Aujourd'hui, elle enseigne l'importance de préserver notre patrimoine culturel. » Philippe observa la scène, captivé par l'enthousiasme de l'enseignante et l'attention des enfants. Sur les murs, des photos de Marcel Lefebvre entourées d'élèves, des projets réalisés sous sa direction, des citations inspirantes, soigneusement calligraphiées. Manon aperçut son père et Philippe, et leur fit un petit signe discret. Son sourire sincère toucha Philippe plus qu'il ne l'aurait imaginé. Après l'école, ils visitèrent plusieurs autres lieux. Le marché local où les producteurs vendèrent directement leurs produits, créant un lien direct entre consommateurs et agriculteurs. L'atelier d'un centonnier qui perpétuait l'art traditionnel des figurines provençales. Un jardin communautaire où des personnes de tous âges cultivaient ensemble fruits et légumes. À chaque arrêt, Philippe découvrait une nouvelle facette de cette communauté qu'il avait voulu transformer sans comprendre sa valeur réelle. Il rencontrait des personnes dont la vie aurait été bouleversée par ses projets, écoutait leurs histoires, leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. En fin d'après-midi, épuisé mais l'esprit en ébullition, Philippe fut conduit sur la place du village. Le soleil déclinait, baignant les façades anciennes d'une lumière dorée. Des villageois s'installaient aux terrasses des cafés, discutant avec animation. « Notre dernier arrêt », annonça Laurent en s'arrêtant devant un petit bâtiment discret. « Le bureau de l'association Mémoire vivante que mon père a fondé. » À l'intérieur, Philippe découvrit un espace modeste mais chaleureux, rempli d'archives, de photos, de témoignages enregistrés. Sur un mur entier, une frise chronologique retraçait l'histoire du village depuis sa fondation romaine jusqu'à aujourd'hui. C'était le projet de vie de mon père, expliqua Laurent avec émotion. Préserver la mémoire collective, s'assurer que les générations futures connaîtraient leurs racines, leur patrimoine. Une photo attira l'attention de Philippe. Marcel Lefebvre, visiblement fatigué mais souriant, recevant un prix des mains du maire pour son travail de préservation du patrimoine local. La date sur la photo indiquait qu'elle avait été prise seulement 2 semaines après son licenciement de Dufresne Immobilier. « Il n'a jamais arrêté de construire, même après avoir perdu son emploi », murmura Philippe, touché. « La différence, dit doucement Laurent, c'est qu'il construisait pour les générations futures, pas pour son profit personnel. » Cette phrase frappa Philippe comme une révélation. Toute sa vie, il avait construit pour lui-même, sa fortune, sa réputation, son empire. Jamais il n'avait pensé à ce qui resterait vraiment après lui, à l'impact réel de ses actions sur les communautés et les personnes. « Votre père était un bâtisseur bien plus grand que moi, » admit-il avec humilité. « Je construisais des murs. Il construisait des ponts entre les gens, entre le passé et l'avenir. » Laurent observa Philippe attentivement, surpris par la sincérité qui émanait de ses paroles.
Vous commencez vraiment à comprendre, n'est-ce pas? Philippe acquiesça lentement. Je crois que oui. Et je me demande s'il n'est pas trop tard pour moi aussi de construire quelque chose qui ait vraiment du sens. Dehors, le soleil se couchait sur Saint-Rémy de Provence. Les cloches de l'église sonnèrent 6 heures, leur son mélodieux se répandant dans les ruelles pavées. Des rires d'enfants jouant sur la place centrale se mêlaient aux conversations des adultes attablés aux terrasses des cafés. Philippe contempla cette scène simple mais profondément humaine. Pour la première fois de sa vie, il voyait la vraie richesse qui se trouvait là, sous ses yeux, une communauté vivante, enracinée dans son histoire mais tournée vers l'avenir, où chaque personne avait sa place et son importance. « Est-ce que je retourne à la cage maintenant ?» demanda-t-il à Laurent, prêt à accepter son sort. Laurent sourit légèrement. « Non, je crois que vous avez suffisamment appris pour aujourd'hui. Vous logerez chez moi cette nuit, dans une vraie chambre, avec un vrai lit. Pourquoi me faites-vous confiance soudainement ? Je ne vous fais pas encore totalement confiance, admit Laurent. Mais je commence à croire que vous êtes sincère dans votre désir de changement. Et puis, il sourit plus largement. Manon a insisté pour que vous dîniez avec nous ce soir. Elle dit que vous êtes prêt pour la prochaine étape. La maison des Lefebvre était exactement comme Philippe l'avait imaginé. Une bastide provençale authentique, aux murs de pierre blonde réchauffés par le soleil couchant, entourée d'un jardin où se mêlaient oliviers, cyprès et massifs de lavande. Rien d'ostentatoire, rien de superflu, mais une beauté simple et profonde qui s'accordait parfaitement avec le paysage environnant. « Bienvenue chez nous », dit Laurent en ouvrant la porte de bois patinée par le temps. Philippe franchit le seuil avec une étrange appréhension. Il se sentait comme un intrus dans cet univers familial, lui qui n'avait connu que des penthouse impersonnels et des suites d'hôtels luxueuses. L'intérieur était chaleureux, avec des poutres apparentes au plafond et un sol en tomates traditionnel. Des photos de famille ornèrent les murs et des livres s'empilaient sur chaque surface disponible. Une odeur délicieuse émanait de la cuisine. « Papa, monsieur Dufresne !» s'exclama Manon en accourant depuis la cuisine, un tablier noué autour de sa taille. « J'ai préparé le dîner avec grand-mère. »« Ta grand-mère est là ?» demanda Laurent surpris. « Elle est arrivée juste après l'école. Elle a dit qu'elle voulait rencontrer notre invité. » Philippe se raidit imperceptiblement. La mère de Laurent, la veuve de Marcel Lefebvre. Comment réagirait-elle face à l'homme qui avait contribué au malheur de son mari? Comme en réponse à sa question silencieuse, une femme élégante d'une 60aine d'années émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon. Élisabeth Lefebvre avait des cheveux argentés coupés courts, des yeux d'un bleu intense, les mêmes que ceux de Manon, et une présence qui imposait naturellement le respect. « Monsieur Dufresne », dit-elle simplement, l'observant avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Madame Lefebvre », répondit-il, incapable d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Un silence pesant s'installa, que Manon rompit avec sa spontanéité habituelle. « Grand-mère a fait son fameux daube provençal, c'est la meilleure recette du monde. » Élisabeth sourit à sa petite fille, son visage s'adoucissant instantanément. « Va mettre la table, ma chérie, nous mangerons dans 10 minutes. » Quand Manon fut partie, Élisabeth se tourna vers Philippe. « Mon fils m'a raconté ce qui se passe, votre transformation supposée. »« Je comprends votre scepticisme, madame, » répondit Philippe avec une sincérité qui le surprit lui-même. « À votre place, je ne me croirais pas non plus. Mon mari était un homme extraordinaire, monsieur Dufresne. Il voyait le bien chez chacun, même quand ce bien était profondément enfoui. Il croyait à la rédemption. » Elle marqua une pause, le jaugeant du regard. « Je ne suis pas aussi généreuse que lui. Je ne demande pas votre pardon, madame Lefebvre, » dit doucement Philippe. « Je ne le mérite pas. » Cette réponse sembla la surprendre. Elle inclina légèrement la tête. « Nous verrons. Le dîner est prêt. » La salle à manger était simple mais accueillante, avec une grande table en bois massif au centre. Des bougies allumées créaient une atmosphère chaleureuse, et la vaisselle ancienne témoignait d'une histoire familiale riche. Philippe s'assit maladroitement, conscient du contraste frappant avec les restaurants étoilés qu'il fréquentait habituellement. Ici, pas de maître d'hôtel empressé, pas de carte des vins extravagantes, pas de décor sophistiqué, juste l'authenticité d'un repas familial préparé avec amour. « Nous avons une tradition chez les Lefebvre », annonça Manon en s'asseyant à côté de lui. Avant de manger, chacun partage un moment de gratitude. Quelque chose pour lequel il est reconnaissant aujourd'hui. Philippe sentit son cœur se serrer. La gratitude n'avait jamais fait partie de son vocabulaire. Il avait toujours considéré ce qu'il obtenait comme un dû, le résultat logique de son travail
et de son intelligence supérieure. « Je commence », proposa Manon avec enthousiasme. « Je suis reconnaissante pour cette journée ensoleillée qui a fait éclore les derniers bourgeons de notre amandier. » Laurent suivit. « Je suis reconnaissant pour le nouveau contrat de la coopérative qui va permettre à 3 familles supplémentaires de vivre de leur production d'huile. » Elisabeth prit son temps avant de parler. « Je suis reconnaissante pour les souvenirs que j'ai de Marcel qui continue de me guider chaque jour. » Tous les regards se tournèrent vers Philippe. Il déglutit avec difficulté, cherchant ses mots. « Je suis reconnaissant pour cette leçon d'humilité, » dit-il finalement, « pour la chance qui m'est donnée de voir le monde différemment, même si c'est à travers des circonstances inhabituelles. » Sa réponse sembla satisfaire la famille, et le repas commença. Le daube provençal était effectivement délicieux, la viande fondante parfumée aux herbes et au vin rouge, accompagnée de légumes du jardin et d'une polenta crémeuse. « C'est extraordinaire !» complimenta sincèrement Philippe après la première bouchée. « Recette de famille » expliqua Elisabeth, transmise depuis 5 générations. « Certaines choses ne s'améliorent pas avec la modernité, monsieur Dufresne. » Le message sous-jacent était clair, et Philippe l'accepta sans broncher. La conversation dériva vers des sujets plus légers, les études de Manon, les projets de la coopérative, les dernières nouvelles du village. Grand-père disait toujours que les meilleurs moments de la vie se passent autour d'une table, commenta Manon en servant le dessert, une tarte aux pommes dont l'odeur de cannelle embaumait la pièce. Il avait raison, approuva Elisabeth, son regard s'adoucissant au souvenir de son mari. Marcel croyait au pouvoir du partage. Pas seulement la nourriture, mais les idées, les rêves, les préoccupations. Il disait que les problèmes semblent toujours plus petits quand on les pose sur une table commune. Il organisait des repas communautaires à l'école, ajouta Laurent. Chaque famille apportait un plat, et pendant que tout le monde mangeait ensemble, les barrières sociales, culturelles, économiques s'effaçaient comme par magie. Philippe écoutait, fasciné par cette vision si éloignée de ses propres valeurs. Lui qui avait toujours vu les relations humaines comme des transactions, des moyens d'atteindre ses objectifs, découvrait un monde où le lien social était une fin en soi. « J'aimerais vous montrer quelque chose après le dîner », dit soudain Elisabeth en s'adressant directement à Philippe. Une fois le repas terminé et la table débarrassée, tâche à laquelle Philippe participa maladroitement mais volontairement, Elisabeth le conduisit dans une petite pièce à l'arrière de la maison. C'était visiblement le bureau de Marcel, une pièce modeste mais chaleureuse avec des étagères croulant sous les livres, un bureau en bois usé par les années et au mur, des photos, des dessins d'enfants, des cartes postales de remerciements. « C'est ici que Marcel passait ses soirées », expliqua Elisabeth. « À préparer ses cours, à écrire ses mémoires sur l'histoire locale, à réfléchir à des projets pour la communauté. » Elle s'approcha du bureau et ouvrit un tiroir dont elle sortit un dossier portant le logo de Dufresne Immobilier. « Regardez. » Philippe prit le dossier avec appréhension. À l'intérieur, il découvrit des plans, des propositions, des rapports détaillés, tous élaborés par Marcel Lefebvre pour le département de responsabilité sociale de l'entreprise. « Ce sont ses projets », murmura Philippe, feuilletant les documents avec une fascination croissante. « Des idées pour intégrer nos développements immobiliers dans le tissu social existant, pour préserver le patrimoine, tout en créant de la valeur. Des projets que vous avez rejetés », précisa Elisabeth sans animosité, juste comme un constat. Marcel y croyait pourtant. Il pensait qu'il était possible de faire des affaires tout en respectant les communautés, l'environnement, l'histoire. Philippe s'arrêta sur un projet particulier, une proposition de réhabilitation d'un quartier parisien qui aurait préservé son architecture historique tout en modernisant les infrastructures, créant des espaces communautaires et des logements à prix abordables aux côtés de résidences plus luxueuses. « Je me souviens de ce projet », dit-il lentement. « Je l'ai rejeté parce que le retour sur investissement était inférieur de quelques points à notre objectif. Nous avons opté pour une démolition complète et une reconstruction en immeuble de grand standing. Et qu'en pensez-vous maintenant ?» Philippe contempla les plans avec un regard neuf. Je pense que c'était visionnaire. Un équilibre parfait entre rentabilité et responsabilité sociale. Nous aurions pu gagner un peu moins d'argent à court terme, mais créer un projet durable, respectueux, qui aurait bonifié notre réputation et notre impact à long terme. Elisabeth l'observait attentivement, cherchant des signes de manipulation ou d'insincérité. Elle ne trouva que du regret authentique. Marcel avait une théorie, dit-elle doucement. Il croyait que même les personnes les plus endurcies par l'appât du gain portaient en elles une étincelle d'humanité.
que cette étincelle pouvait être ravivée si on trouvait le bon combustible. Quel serait ce combustible? Demanda Philippe, touché par cette vision optimiste de la nature humaine. La connexion, répondit simplement Élisabeth. Retrouver le lien avec les autres, avec la terre, avec ce qui donne vraiment du sens à une vie. Elle s'approcha d'une étagère et en sortit un petit objet qu'elle tendit à Philippe. C'était une médaille, celle que l'entreprise Dufresne remettait aux employés méritants après 25 ans de service. Il la gardait toujours près de lui, expliqua Élisabeth. Pas par vanité ou attachement matériel, mais comme un rappel que même dans un système focalisé sur le profit, il avait réussi à faire une différence, à rester fidèle à ses valeurs. Philippe prit la médaille avec révérence, passant son pouce sur le logo de son entreprise gravé dans le métal. Ce simple objet, qu'il avait toujours considéré comme une formalité administrative, une case à cocher dans la gestion des ressources humaines, avait représenté tellement plus pour Marcel Lefebvre. « Je voudrais que vous la gardiez », dit soudain Élisabeth, surprenant Philippe. « Comme un rappel de ce que vous avez appris ici. »« Je ne peux pas accepter, » protesta-t-il. « C'est un souvenir précieux de votre mari. Marcel aurait voulu que vous l'ayez. Il croyait au pouvoir des symboles pour changer les cœurs. » Philippe serra la médaille dans sa main, profondément ému par ce geste inattendu. « Je vous promets d'en être digne, » murmura-t-il. De retour dans le salon, ils trouvèrent Manon assoupie sur le canapé, un livre ouvert sur sa poitrine. Laurent la regardait avec tendresse. « Elle a insisté pour vous attendre, » expliqua-t-il à voix basse, mais la journée a été longue. Philippe observa cette scène familiale avec un pincement au cœur. Lui qui n'avait jamais pris le temps de construire une famille, absorbé par sa quête de pouvoir et de richesse, ressentait soudain le vide de sa propre existence. « Je vais la porter dans son lit, » dit Laurent en soulevant délicatement sa fille. Resté seul avec Élisabeth, Philippe se sentit obligé de poser la question qui le tourmentait. « Comment pouvez-vous m'accueillir dans votre maison après ce que j'ai fait ?» Élisabeth le regarda longuement avant de répondre. « Je ne l'ai pas fait pour vous, monsieur Dufresne. Je l'ai fait pour Marcel, pour honorer sa mémoire et sa conviction que chacun mérite une seconde chance. Et je l'ai fait pour Manon, qui voit en vous quelque chose que ni son père ni moi ne voyons encore clairement. »« Que voit-elle » demanda Philippe, intrigué. « La possibilité d'un changement réel. Les enfants ont cette capacité à voir au-delà des apparences, au-delà des erreurs passées. Ils croient en la possibilité de transformation beaucoup plus facilement que nous, adultes cyniques. » Laurent revint et montra à Philippe la chambre d'amis où il passerait la nuit. C'était une pièce simple mais confortable, avec une fenêtre donnant sur le jardin baigné par la lumière de la lune. « Nous parlerons demain de la suite, » dit Laurent. « Reposez-vous. » Resté seul, Philippe s'assit sur le lit, la médaille de Marcel toujours dans sa main. Il réfléchit à tout ce qu'il avait vécu ces derniers jours, à la transformation qui s'opérait en lui. Était-ce réel? Durerait-elle une fois de retour à Paris, entouré par les tentations du pouvoir et de l'argent? Il sortit de sa poche la lettre de Marcel et la relut une fois de plus. Il n'est jamais trop tard pour changer de chemin. Cette phrase résonnait en lui comme une promesse, un défi, une possibilité. Pour la première fois depuis des décennies, Philippe Dufresne s'endormit sans penser à ses actions ou à sa fortune, mais avec un sentiment étrange et nouveau, l'espoir d'une vie différente, plus riche de sens et de connexions humaines. Le chant d'un coq réveilla Philippe au petit matin, un son qu'il n'avait jamais entendu depuis sa chambre du 16e arrondissement de Paris. Il ouvrit les yeux, momentanément désorienté par les murs en pierre et la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de coton. La mémoire lui revint progressivement. La bergerie, la cage, les visites de Manon, le dîner chez les Lefebvre. Son regard tomba sur la médaille de Marcel posée sur la table de nuit, brillant doucement dans la lumière matinale. Tout était donc bien réel. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Le jardin des Lefebvre s'éveillait sous le premier soleil. Un chat paresseux s'étirait sur la terrasse en pierre, des oiseaux s'affairaient dans les arbres fruitiers, et plus loin, les collines des Alpilles se détachaient sur un ciel d'un bleu parfait. Cette beauté simple le frappa comme jamais auparavant. Quelqu'un frappa doucement à la porte. « Entrez » dit Philippe, s'éloignant de la fenêtre. Manon apparut, déjà habillée pour l'école, portant un plateau avec du café, du pain frais et de la confiture. « Bonjour, monsieur Dufresne. J'ai pensé que vous aimeriez prendre votre petit déjeuner tranquillement. »« C'est très gentil, Manon, » répondit Philippe, touché par cette attention. « Tu pars à l'école ? » ?»« Oui, mais je voulais vous voir avant. » Elle déposa le plateau sur une petite table et s'assit sur le bord du lit. « Comment vous sentez-vous ce matin ?» La question était simple, mais Philippe réalisa
qu'il ne se l'était pas posé depuis des années. Comment se sentait-il? Pas en termes de productivité ou d'objectifs atteints, mais vraiment, profondément. Je me sens différent, admit-il, comme si je me réveillais d'un très long rêve. Ou peut-être que c'est maintenant que je rêve. Il sourit faiblement. Ce n'est pas un rêve, affirma Manon, avec cette certitude désarmante de l'enfance. C'est juste vous qui commencez à voir les choses comme elles sont vraiment. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Papa vous attend dans son bureau quand vous serez prêt. Il dit que c'est le moment de parler de l'avenir. Une fois seul, Philippe savoura son café en contemplant le paysage. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé à Saint-Rémy, il ne ressentait pas l'urgence de partir, de retrouver sa vie parisienne, son empire commercial. Au contraire, il éprouvait une curiosité nouvelle pour ce que cette journée lui réservait. Après s'être habillé, ses vêtements avaient été lavés et repassés. Autre attention qui le toucha, il rejoignit Laurent dans une pièce qui servait visiblement de bureau à domicile. Des plans étaient étalés sur une grande table et Laurent consultait des documents avec concentration. « Ah, Philippe », dit-il en levant les yeux, utilisant pour la première fois son prénom. « Bien dormi ?»« Étonnamment bien », répondit Philippe en s'approchant. « De quoi s'agit-il » Laurent lui montra les plans. « Les projets que vous aviez pour Saint-Rémy. J'ai pensé qu'il était temps d'en parler concrètement. » Philippe examina les documents qu'il connaissait par cœur. Plans du complexe hôtelier de luxe, du golf, des résidences secondaires haut de gamme qui devaient remplacer une partie du village historique et des terres agricoles environnantes. Ces plans me semblent maintenant d'une arrogance incroyable, admit-il, secouant la tête. Comment ai-je pu penser que raser des siècles d'histoire et de tradition pour quelques années de profit était une bonne idée? Laurent l'observa attentivement, cherchant toujours des signes de manipulation. Alors que proposez-vous maintenant? Philippe réfléchit un moment, puis prit un crayon et commença à modifier les plans directement sur la table. Voyons, au lieu de détruire la coopérative, nous pourrions financer sa modernisation, en préservant son caractère traditionnel, mais en améliorant ses installations. Ici, plutôt qu'un golf qui consommerait une quantité d'eau obscène, nous pourrions créer un conservatoire des espèces végétales locales, ouvert aux visiteurs et aux chercheurs. Pendant plus d'une heure, Philippe redessinait littéralement sa vision, transformant un projet d'exploitation en une proposition de collaboration respectueuse avec la communauté locale. Laurent restait silencieux, stupéfait par la transformation de cet homme qu'il avait tant méprisé. Ce ne serait pas aussi rentable à court terme, conclut Philippe, mais ce serait durable, respectueux et bénéfique pour tous sur le long terme. Une véritable création de valeur partagée, pas juste une extraction de profit. Vous parlez comme mon père maintenant, remarqua Laurent, un léger sourire aux lèvres. Je prends ça comme un compliment, répondit Philippe, surpris lui-même par sa sincérité. Laurent se leva et se dirigea vers une armoire dont il sortit une bouteille de vin et 2 verres. Je crois que c'est le moment d'officialiser certaines choses. Il versa le vin, un rouge local profond et parfumé, et tendit un verre à Philippe. Voilà ce que je vous propose. Vous êtes libre de partir. Aucune charge ne sera retenue contre vous, aucune plainte déposée pour votre séjour forcé parmi nous. Philippe prit le verre, stupéfait. Vous me libérez? Juste comme ça. Pas exactement juste comme ça, nuança Laurent. J'ai une condition. Ces nouveaux plans que vous venez d'esquisser, je veux un engagement écrit que vous les réaliserez. Un partenariat formel entre Dufresne Immobilier et notre communauté, avec des garanties juridiques solides. Philippe considéra la proposition. C'était plus que raisonnable. J'accepte, bien sûr. Mais j'aimerais ajouter quelque chose de ma propre initiative. Je vous écoute. Je voudrais créer une fondation, expliqua Philippe, l'idée se formant à mesure qu'il parlait. La fondation Marcel Lefebvre, pour le développement durable et la préservation du patrimoine. Dotée d'un fonds initial de 10 millions d'euros pour soutenir des projets comme ceux que votre père défendait. Et je voudrais que vous et Manon en soyez les administrateurs principaux. Laurent resta silencieux un long moment, visiblement ému. « Pourquoi feriez-vous cela ?»« Parce que votre père avait raison, » répondit simplement Philippe, « et parce que j'ai beaucoup à réparer. » Ils trinquèrent, scellant cet accord inattendu né des circonstances les plus improbables. « Quand pourrais-je partir ?» demanda Philippe. « Dès aujourd'hui, si vous le souhaitez. Votre chauffeur a été informé de venir vous chercher cet après-midi. » Philippe hocha la tête, soudain pressé non pas de fuir Saint-Rémy, mais de mettre en œuvre ses nouvelles résolutions. « J'aimerais faire une dernière chose avant de partir. »« Quoi donc ?»« Visiter l'école où Marcel enseignait. Pas juste passer devant comme hier, mais vraiment la visiter. Parler aux élèves, aux enseignants.
Laurent sourit, reconnaissant dans cette requête un signe supplémentaire de la transformation de Philippe. « Je peux arranger ça. » Quelques heures plus tard, Philippe se tenait devant une classe de l'école primaire de Saint-Rémy. Manon était assise au premier rang, rayonnante de fierté. Madame Dubois, l'enseignante qui avait pris la relève de Marcel, l'avait présenté simplement comme « un ami qui veut vous parler de l'importance de préserver notre patrimoine ». Face à ces visages enfantins qui le regardaient avec curiosité, Philippe se sentit d'abord terriblement maladroit. Lui qui était habitué au conseil d'administration et aux négociations impitoyables, comment pouvait-il communiquer avec ses enfants? « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix inhabituellement hésitante. « Je m'appelle Philippe, et jusqu'à très récemment j'étais quelqu'un qui pensait que la réussite se mesurait uniquement en argent et en pouvoir. » Les enfants le regardaient sans comprendre, mais avec cette attention bienveillante propre à l'enfance. « J'ai passé ma vie à construire des choses, » poursuivit-il, trouvant progressivement ses mots. « De grands bâtiments, des centres commerciaux, des hôtels de luxe. Je croyais que c'était ça, construire. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que les constructions les plus importantes sont invisibles. » Son regard croisa celui de Manon, qui l'encourageait d'un sourire. Marcel Lefebvre, qui enseignait dans cette école, construisait quelque chose de bien plus précieux, des ponts entre les personnes, entre le passé et l'avenir, entre les traditions et l'innovation. Il bâtissait une communauté, un sentiment d'appartenance, un héritage de connaissances et de valeurs. Philippe s'aperçut que les enseignants présents au fond de la classe écoutaient avec une attention particulière à la mention de Marcel. « J'ai compris, grâce à lui et à sa famille, que le vrai succès ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on transmet. Pas à ce qu'on prend, mais à ce qu'on donne. » Il sortit de sa poche la médaille de Marcel. Cette médaille appartenait à Monsieur Lefebvre. Elle symbolisait pour lui la possibilité de faire le bien, même dans un monde obsédé par le profit. « Je voudrais, avec la permission de sa famille, qu'elle trouve sa place ici, dans cette école qu'il aimait tant. » Il tendit la médaille à Madame Dubois, qui la prit avec émotion. « Nous lui trouverons une place d'honneur, » promit-elle. Philippe passa ensuite une heure avec les élèves, répondant à leurs questions naïves mais souvent profondes, écoutant leurs idées pour améliorer leur village, s'émerveillant de leur créativité et de leur vision non corrompue du monde. À la fin de cette visite, alors qu'il s'apprêtait à partir, Manon le prit à part. « Vous reviendrez nous voir ?» demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude. « Je te le promets, » répondit Philippe sans hésitation. « Ce n'est que le début. » Son chauffeur l'attendait devant l'école, visiblement soulagé de le retrouver sain et sauf. « Monsieur Dufresne, j'étais terriblement inquiet. Ces gens vous ont-ils maltraité ?» Philippe sourit, amusé par le décalage entre cette perception et la réalité de son expérience. « Au contraire, François. Ils m'ont offert le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. » Le chauffeur le regarda avec perplexité, mais n'insista pas. Avant de monter dans la voiture, Philippe se tourna une dernière fois vers l'école, où Laurent, Elisabeth et Manon se tenaient côte à côte. « Je reviendrai dans un mois, » annonça-t-il, « avec les documents officiels pour la fondation et le nouveau projet. Vous avez ma parole. »« Nous vous attendrons, » répondit Laurent, lui tendant la main. Philippe la serra, scellant une promesse qui allait bien au-delà d'un simple accord commercial. Le trajet vers Paris fut étrangement silencieux. Philippe contemplait le paysage qui défilait, remarquant pour la première fois la beauté des champs de lavande, des vignobles et des villages perchés qui ponctuaient la route. Son esprit, habituellement obsédé par les affaires, les stratégies et les profits, était maintenant occupé par des questions plus profondes. Comment transformer son entreprise pour qu'elle serve vraiment le bien commun? Comment réparer les dommages causés par des années de décisions impitoyables? Comment intégrer cette nouvelle vision à sa vie quotidienne? Arrivé dans son penthouse parisien, le contraste avec la simplicité chaleureuse de la maison des Lefebvre le frappa violemment. Tout ici respirait le luxe ostentatoire, l'impersonnalité, la vacuité. Les œuvres d'art hors de prix au mur n'étaient pas choisies par amour de l'art, mais comme des investissements. Les meubles design n'invitaient pas à la convivialité, mais impressionnaient par leur inaccessibilité. Philippe se sentit soudain étranger dans son propre espace. Il s'approcha de la baie vitrée, qui offrait une vue spectaculaire sur Paris. La ville des Lumières s'étendait à ses pieds, magnifique et indifférente. Combien de projets avait-il imposé à cette ville sans jamais se soucier de son âme, de son histoire, de ses habitants? Son téléphone, qu'on lui avait rendu avant son départ de Saint-Rémy, n'avait pas cessé de sonner depuis son retour à la civilisation.
Des centaines d'emails, de messages, d'appels manqués s'étaient accumulés pendant sa disparition. Le monde des affaires ne s'était pas arrêté en son absence. Parmi tous ces messages, un en particulier attira son attention. Le maire d'une petite commune au nord de Paris l'informait qu'après réflexion, le conseil municipal avait décidé d'accepter son offre pour le rachat d'un terrain historique où Dufresne Immobilier prévoyait de construire un complexe commercial. Avant sa captivité à Saint-Rémy, cette nouvelle l'aurait rempli de satisfaction. Une victoire de plus, un terrain de plus, des profits en perspective. Maintenant, il ressentait une profonde réticence. Il composa immédiatement le numéro du maire. « Monsieur le maire, Philippe Dufresne à l'appareil. À propos de notre projet, j'aimerais vous proposer une approche différente. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, Philippe Dufresne étonna son entourage professionnel par une série de décisions déroutantes. Il annula certains projets controversés, réorienta la stratégie de l'entreprise vers des développements plus durables et respectueux, créa un nouveau département de responsabilité sociale doté d'un budget conséquent et annonça la création de la fondation Marcel Lefebvre. Ses actionnaires s'inquiétèrent, ses concurrents s'interrogèrent, ses employés s'adaptèrent avec plus ou moins d'enthousiasme. Certains le crurent victime d'une crise de la cinquantaine, d'autres soupçonnèrent un coup de publicité élaboré. Peu comprirent qu'ils assistaient à une véritable renaissance. Un mois exactement après avoir quitté Saint-Rémy, Philippe y retourna comme promis. Cette fois, il n'arriva pas en conquérant arrogant, mais en partenaire humble, porteur de documents officiels pour la fondation et d'une nouvelle vision pour le développement de la région. La cérémonie de signature se déroula dans la salle communale du village, en présence des habitants, des autorités locales et bien sûr de la famille Lefebvre. Manon, assise au premier rang, rayonnait de fierté. « Ce jour marque non pas le début d'un projet immobilier, » déclara Philippe dans son discours, mais la naissance d'une collaboration entre Dufresne Immobilier et la communauté de Saint-Rémy de Provence. Ensemble, nous allons démontrer qu'il est possible de créer de la valeur économique, tout en préservant le patrimoine culturel, environnemental et social. Il invita ensuite Manon à le rejoindre sur l'estrade. La petite fille s'avança timidement, sous les regards attendris de l'assemblée. « C'est à cette jeune personne que nous devons tous être reconnaissants, » poursuivit Philippe, en posant une main sur l'épaule de Manon. « Elle m'a aidé à voir ce que j'avais oublié, que la vraie richesse d'une vie se mesure à l'impact positif qu'on a sur les autres, pas à l'accumulation de biens matériels. » Manon lui sourit puis se tourna vers l'assemblée. Grand-père disait toujours que les graines les plus importantes sont celles qu'on plante sans savoir si on verra l'arbre grandir. Aujourd'hui, nous plantons ces graines ensemble. Ces mots simples émurent l'assistance plus profondément que tous les discours élaborés qui avaient précédé. Car dans la bouche de cet enfant, la sagesse de Marcel Lefebvre continuait de vivre et de transformer le monde, une personne à la fois. Plus tard dans la journée, Philippe se retrouva seul avec Laurent sur la terrasse du café de la place, contemplant le village qui s'animait pour le marché hebdomadaire. « Vous savez, » dit Laurent en sirotant son pastis, « quand nous avons organisé votre séjour forcé, je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à tout ceci. »« Moi non plus, » admit Philippe en souriant. « Je devrais peut-être vous remercier pour ce kidnapping ?» Ils rirent ensemble, conscients de l'étrangeté de leur situation. « Ce n'est que le début, » déclara Philippe, soudain sérieux. « J'ai beaucoup à réparer, beaucoup à reconstruire. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens sur le bon chemin. »« Mon père serait fier, » dit simplement Laurent. « Pas de vous nécessairement, mais de ce que vous êtes en train de devenir. » Philippe hocha la tête, acceptant cette nuance importante. « Je ne cherche pas la rédemption, vous savez. Juste la possibilité de faire mieux, d'être meilleur. C'est peut-être ça, au fond, la rédemption, » suggéra Laurent en levant son verre. Non pas effacer le passé, mais construire un avenir différent. Ils trinquèrent à cette idée, tandis que le soleil commençait à décliner sur Saint-Rémy, baignant le village d'une lumière dorée qui semblait promettre des jours meilleurs. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour mémorable où Philippe Dufresne avait été capturé et enfermé dans une cage au milieu des Alpilles. 5 années de transformation, de défis et de découvertes. La petite ville de Saint-Rémy de Provence avait elle aussi changé, mais d'une manière que personne n'aurait pu prédire à l'époque. Par cette matinée ensoleillée de juin, Philippe descendait d'une voiture électrique arborant le nouveau logo de Dufresne Développement Durable, l'ancienne entreprise immobilière reconvertie en leader de l'innovation sociale et environnementale. À 60 ans, il avait abandonné les costumes 3 pièces pour un style plus décontracté
qui reflétait sa nouvelle philosophie de vie. Authentique, sans artifice, connecté à l'essentiel. Il avança sur la place du village, saluant familièrement les commerçants et les habitants. Ici, plus personne ne le regardait avec méfiance ou ressentiment. Il était devenu, contre toute attente, un membre apprécié de la communauté, un partenaire plutôt qu'un prédateur. « Monsieur Dufresne », l'interpella le boulanger depuis le seuil de sa boutique, « les croissants aux amandes sont tout chauds, comme vous les aimez. » Philippe sourit et s'approcha. « Merci André, j'en prendrai une douzaine. Pour la réunion de ce matin. » Il poursuivit son chemin, le sac de viennoiseries à la main, admirant les changements subtils mais significatifs qui avaient transformé Saint-Rémy. Le village avait conservé son charme provençal authentique, son patrimoine historique intact, mais il vibrait désormais d'une énergie nouvelle. La place centrale accueillait un marché de producteurs locaux plus florissant que jamais. La coopérative oléicole, modernisée grâce à des investissements stratégiques, avait doublé sa production tout en réduisant son empreinte écologique. L'école communale, agrandie et rénovée, était devenue un modèle d'éducation environnementale, attirant des visiteurs de toute l'Europe. Et au cœur de ces transformations, un bâtiment en pierre de taille restauré avec soin, le siège de la Fondation Marcel Lefebvre. C'est là que Philippe se rendait ce matin-là, pour une réunion pas comme les autres. Il poussa la porte en bois massif et entra dans un espace lumineux où tradition et modernité se mariaient harmonieusement. Des poutres apparentes au plafond côtoyaient des panneaux solaires transparents. Des murs en pierre abritaient des technologies de pointe. Et partout, des photos, des documents, des témoignages racontaient l'histoire de Marcel Lefebvre et de son héritage. Philippe, pile à l'heure, l'accueillit Élisabeth Lefebvre, toujours élégante malgré ses 70 ans. Elle avait fini par l'accepter puis l'apprécier, reconnaissant la sincérité de sa transformation. « Bonjour Élisabeth, tout le monde est déjà là ?»« Presque. Laurent finalise quelques détails avec les techniciens. Et Manon. Manon devrait arriver d'un instant à l'autre. » Le cœur de Philippe s'accéléra légèrement à la mention de Manon. La petite fille qui avait changé sa vie n'était plus une enfant. À 15 ans, Manon Lefebvre était devenue une adolescente brillante, déterminée, avec cette même sagesse tranquille qui l'avait caractérisée enfant, mais désormais enrichie par l'éducation et l'expérience. « J'ai hâte de la voir », admit Philippe. « Elle revient de son voyage scolaire à Stockholm, n'est-ce pas ?»« Oui, une semaine entière à étudier les politiques environnementales scandinaves. Elle était la plus jeune participante, mais d'après ses professeurs, celle qui a posé les questions les plus pertinentes. » Philippe sourit, nullement surpris, nullement... Manon avait toujours eu cette capacité à aller droit à l'essentiel, à voir ce que les autres ne voyaient pas. Ils se dirigèrent vers la salle de conférence où plusieurs personnes étaient déjà installées. Des représentants d'associations locales, des élus, des entrepreneurs sociaux, tous réunis pour cette occasion spéciale, le 5e anniversaire de la Fondation Marcel Lefebvre. « Voici les croissants d'André », annonça Philippe en déposant son sac sur une table. Impossible de commencer une réunion importante sans eux. Laurent Lefebvre entra à ce moment-là, suivi par une équipe technique qui finalisait l'installation d'un système de visioconférence. « Tout est prêt », confirma-t-il. « Nous pourrons connecter les 10 autres sites en direct. » Car la Fondation Marcel Lefebvre n'était plus limitée à Saint-Rémy. En 5 ans, elle avait essaimé dans toute la France, créant un réseau de communautés engagées dans un développement respectueux des traditions locales et de l'environnement. Ce qui avait commencé comme un acte de réparation personnelle était devenu un mouvement national. La porte s'ouvrit à nouveau et Manon fit son entrée. Grande pour son âge, les cheveux châtains coupés courts, elle portait un jean et un t-shirt imprimés d'un slogan écologique. Ses yeux bleus, ceux de sa grand-mère, brillaient d'intelligence et de détermination. « Désolée pour le retard », s'excusa-t-elle en embrassant sa famille. Puis elle se tourna vers Philippe avec un sourire chaleureux. « Monsieur Dufresne, c'est bon de vous revoir. »« Manon », répondit-il simplement, ému comme toujours par cette présence qui lui rappelait constamment le miracle de sa propre transformation. « Comment était Stockholm ? Inspirant, j'ai tellement d'idées à partager. Mais d'abord, j'ai quelque chose pour vous. » Elle sortit de son sac un petit paquet soigneusement emballé et le lui tendit. « J'ai trouvé ça dans une librairie ancienne là-bas. Ça m'a fait penser à vous. » Philippe ouvrit le paquet avec curiosité. C'était un livre ancien, en suédois, dont le titre avait été traduit en français sur un marque-page. « L'homme qui plantait des arbres qu'il ne verrait jamais grandir. » C'est, commença-t-il, la gorge nouée par l'émotion. « C'est exactement ce que vous faites, » compléta Manon.
Ce que nous faisons tous ici, planter des graines pour l'avenir, même si nous ne verrons peut-être pas tous les arbres qui en naîtront. Cette phrase, si proche de celle que Marcel avait écrite dans sa lettre, rappela à Philippe tout le chemin parcouru. Il pensa à cet homme qu'il avait été, obsédé par les résultats immédiats, incapable de voir au-delà du prochain bilan trimestriel. Sur un grand écran, les 10 autres sites de la Fondation se connectèrent. Un village en Bretagne où une usine abandonnée avait été reconvertie en centre d'innovation rurale. Une banlieue parisienne où des jardins communautaires transformèrent le béton en espace de vie. Une ancienne région minière du Nord où une école d'artisanat d'art redonnait fierté et emploi à une population frappée par la désindustrialisation. Et il mesura la richesse de sa vie actuelle, où le sens ne venait plus de l'accumulation, mais de la contribution. La réunion commença peu après. Chaque projet, chaque site racontait une histoire de renaissance, de connexion retrouvée entre les personnes, avec la terre, avec le sens. Et au cœur de chacune de ces histoires, les principes que Marcel Lefebvre avait défendus toute sa vie: respect, dignité, vision à long terme, équilibre entre tradition et innovation. Aujourd'hui, déclara Laurent en ouvrant officiellement la session, nous célébrons non seulement 5 années d'existence de notre fondation, mais aussi une idée plus grande, plus profonde, la possibilité de changement. Son regard se posa sur Philippe, assis modestement au milieu des participants. Certains d'entre vous connaissent l'histoire extraordinaire qui a donné naissance à cette fondation. Comment un homme qui incarnait tout ce que nous combattions, l'exploitation sans scrupules, la priorité au profit à court terme, le mépris des communautés locales, est devenu l'un de nos plus précieux alliés. Des hochements de tête approbateurs parcouraient l'assistance. L'histoire de la conversion de Philippe Dufresne était devenue presque légendaire dans le réseau de la Fondation. Cette histoire nous rappelle que le changement est toujours possible, poursuivit Laurent, pour les individus comme pour les systèmes, que rien n'est jamais définitivement figé, et que parfois les transformations les plus profondes naissent des circonstances les plus improbables. Philippe écoutait, partagé entre gêne et gratitude. Même après 5 ans, il avait encore du mal à accepter les éloges. Il se voyait toujours comme quelqu'un en chemin, en réparation, en apprentissage constant. La matinée fut consacrée au bilan des 5 années écoulées, les projets réalisés, les vies transformées, les défis rencontrés et surmontés. L'après-midi serait dédié à l'avenir. Comment amplifier l'impact de la Fondation, comment inspirer d'autres communautés, comment influencer les politiques publiques pour un développement plus harmonieux. Pendant la pause déjeuner, Philippe s'éclipsa discrètement. Il avait besoin de prendre l'air, de s'extraire un moment de cette célébration dont il se sentait à la fois acteur et spectateur. Ses pas le menèrent naturellement vers la vieille bergerie abandonnée où tout avait commencé. Le bâtiment existait toujours, préservé comme un témoignage silencieux de cette histoire extraordinaire. Philippe y venait régulièrement, pour se rappeler, pour mesurer le chemin parcouru, pour se reconnecter à l'essentiel quand le tourbillon des affaires menaçait de l'éloigner à nouveau de ses valeurs. La cage de fer avait été retirée depuis longtemps, mais Philippe pouvait encore la visualiser parfaitement. Il s'assit sur une vieille caisse en bois, peut-être celle-là même où Manon s'était assise pendant leur première conversation, et contempla le paysage à travers la fenêtre brisée. « Je pensais vous trouver ici », dit une voix derrière lui. Philippe se retourna. Manon se tenait dans l'encadrement de la porte, la lumière du soleil créant comme un halo autour d'elle. « C'est mon lieu de pèlerinage », admit-il avec un sourire. « Mon rappel permanent. » Elle vint s'asseoir à côté de lui. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, contemplant ensemble la beauté sereine des Alpilles. « Vous savez, dit finalement Manon, quand j'étais petite et que je venais vous voir ici, je n'avais pas vraiment de plan. Je suivais juste mon intuition et les conseils que grand-père m'avait laissés dans son journal. » Son journal. Philippe n'avait jamais entendu parler de cela. Manon acquiesça. Il écrivait tous les soirs. Dans les dernières semaines avant son départ, il parlait beaucoup de vous. Pas avec colère ou ressentiment, mais avec espoir, je dirais. Il écrivait qu'il voyait en vous une grande capacité de bien, enfouie sous des couches de conditionnement et d'ambition mal dirigées. Philippe était stupéfait. Il écrivait cela, même après que je l'ai licencié? Surtout après. Il disait que c'est dans l'adversité qu'on révèle sa vraie nature, et que votre vraie nature n'était pas celle que vous montriez au monde. Une larme silencieuse coula sur la joue de Philippe. Après toutes ces années, Marcel Lefebvre continuait de le toucher, de le guider, de croire en lui. « Il avait raison », murmura-t-il. « Surtout,
J'étais perdu, Manon, complètement perdu dans un labyrinthe que j'avais moi-même construit. Richesse, pouvoir, succès, j'avais tout ce que la société valorise et pourtant je n'avais rien de ce qui compte vraiment. Manon posa doucement sa main sur celle de Philippe, ce même geste de connexion simple qu'elle avait fait enfant à travers les barreaux de la cage. Et maintenant, Philippe regarda cette jeune fille qui avait été l'instrument de sa transformation. Maintenant, je me sens riche, vraiment riche. Pas malgré le fait que ma fortune personnelle ait diminué. J'ai quand même donné plus de la moitié à diverses causes, mais grâce à tout ce que j'ai gagné en échange. Des relations authentiques, un sentiment d'appartenance, la conviction de contribuer à quelque chose qui me dépasse. C'est exactement ce que grand-père appelait la vraie richesse, confirma Manon. Dans son journal, il écrivait que les personnes les plus riches qu'il connaissait n'étaient pas celles qui possédèrent le plus, mais celles qui donnaient le plus. Ils retournèrent ensemble à la fondation pour la session de l'après-midi. En chemin, ils passèrent devant l'école communale où une plaque discrète honorait la mémoire de Marcel Lefebvre. L'école avait été agrandie, modernisée, équipée de technologies éducatives de pointe, mais son esprit demeurait le même. Un lieu où les enfants apprenaient non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. La séance de l'après-midi fut consacrée au projet futur de la Fondation. Philippe, qui avait progressivement cédé la direction opérationnelle à Laurent pour se concentrer sur la vision stratégique, écoutait avec fierté les présentations des différentes équipes. Un projet en particulier attira l'attention de tous, les graines de Marcel, une initiative portée par Manon elle-même. Il s'agissait d'un programme permettant à des jeunes de communautés défavorisées de passer un an à Saint-Rémy et dans les autres sites de la Fondation pour apprendre les principes du développement durable et de l'entrepreneuriat social, avant de retourner dans leur quartier pour y lancer leur propre projet. L'idée, expliqua Manon avec l'assurance tranquille qui la caractérisait, c'est de créer un effet multiplicateur. Chaque jeune qui passe par notre programme devient un agent de changement dans sa propre communauté. Nous ne voulons pas juste créer des projets, mais inspirer un mouvement. Philippe observait cette jeune fille, presque une jeune femme maintenant, avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Qui aurait cru que cet enfant qui lui apportait du pain et de l'eau dans une cage deviendrait une telle force de changement? La Fondation s'engage à financer intégralement ce programme pour les 3 premières années, annonça-t-il, prenant la parole spontanément. Et je m'engage personnellement à accompagner chacun de ces jeunes, à partager avec eux mon expérience, tant ce que j'ai appris à faire que ce que j'ai appris à ne pas faire. Cette déclaration fut accueillie par des applaudissements chaleureux. Philippe n'était plus l'homme que tous se méfiaient. Il était devenu un mentor, un guide, un allié précieux dans cette aventure collective. La journée se termina par une célébration sur la place du village. Des tables avaient été dressées sous les platanes centenaires, chargées de produits locaux préparés par les habitants. Un petit orchestre jouait des airs traditionnels provençaux, et les générations se mêlaient dans une atmosphère de joie tranquille. Philippe se tenait un peu à l'écart, savourant ce moment de communion simple. Il observait Laurent discutant avec passion avec le maire, Elisabeth enseignant une danse traditionnelle à des enfants, et Manon, entourée de jeunes de son âge, planifiant déjà la mise en œuvre de son projet avec l'énergie de la jeunesse. « Vous voyez, Marcel, » murmura-t-il comme s'il pouvait être entendu par l'homme dont la sagesse continuait d'irradier à travers le temps, « j'ai fini par comprendre. Ce n'est pas ce qu'on possède qui compte, mais ce qu'on transmet. Pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on sème. » Une brise légère agita les feuilles des platanes comme une réponse silencieuse. Manon s'approcha, 2 verres de jus de pomme local à la main. « À quoi pensez-vous, isolé comme ça » demanda-t-elle en lui tendant un verre. « À ton grand-père » répondit honnêtement Philippe. « À tout ce qu'il m'a enseigné, même sans être physiquement présent. »« Il est présent d'une certaine façon » affirma Manon en désignant d'un geste la place animée, les visages heureux, la communauté rassemblée. « Dans tout ça, dans chaque personne que ses idées ont touchée, dans chaque projet inspiré par sa vision. » Philippe hocha la tête, comprenant profondément cette vérité. C'est ça le véritable héritage, n'est-ce pas? Pas des bâtiments ou des fortunes, mais des idées, des valeurs, des connexions qui survivent à notre départ physique. Exactement, confirma Manon. Et c'est un héritage auquel chacun peut contribuer, quelle que soit sa richesse matérielle. Ils trinquèrent silencieusement à cette idée. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Philippe s'éclipsa à nouveau. Cette fois, ses pas le menèrent au cimetière paisible du village, où reposait Marcel Lefebvre. La tombe était simple, mais bien entretenue, toujours fleurie par les soins de la communauté qui n'avait pas oublié cet homme exceptionnel.
Philippe s'agenouilla et déposa sur la pierre tombale le livre que Manon lui avait offert plus tôt. « Je vous le confie un moment, dit-il à voix basse. Je sais que vous en prendrez soin. » Il resta là un instant, dans le silence du crépuscule, entouré par le chant des cigales et le parfum de la lavande. Puis il se releva, l'esprit apaisé, le cœur rempli d'une certitude tranquille. En retournant vers la place du village, vers la musique et les rires, vers cette communauté qui était devenue sa famille d'adoption, Philippe Dufresne se sentit enfin libre, non pas malgré ses engagements et ses responsabilités, mais grâce à eux. Car il avait découvert la vérité la plus profonde, que la liberté ne consiste pas à n'avoir aucune attache, mais à choisir consciemment celles qui nous élèvent et nous permettent de grandir. Et dans la douceur de cette soirée d'été provençale, sous les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel, l'ancien magnate déchu, transformé par l'innocence d'une enfant et la sagesse d'un homme qu'il n'avait pas su apprécier de son vivant, marchait d'un pas léger vers son avenir, semant à chaque pas les graines d'un monde meilleur qu'il ne verrait peut-être pas pleinement éclore, mais dont il était devenu, contre toute attente, l'un des plus fervents jardiniers.